le Hamas doit brandir le drapeau blanc de la capitulation et le Hamas ne peut pas permis de poser des conditions, etc. Ce n'est pas la position. Vous vous souvenez par exemple de la position de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne se trouvaient pas à la position de poser des conditions. Au contraire, les Russes et les Américains leur ont dit, écoutez, vous n'avez pas la position de poser des conditions. Au contraire, c'est que la capitulation sans condition qu'on va accepter de vous. Et c'est exactement le même scénario qu'il faut s'attendre de Hamas. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Or Issachar, directeur du département de recherche au sein du mouvement des bitronistes. Or, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais essayer de faire un point sécuritaire d'abord avec vous sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ces retraits de forces régulières de l'armée israélienne, les unités d'élite, Golani, parachutistes. Il en reste encore à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais je dois vous avouer que on a un peu un sentiment de peut-être de malaise ou peut-être on a le sentiment de pas véritablement comprendre ce qui se passe au sein de l'armée, parce que finalement il y a par exemple beaucoup de forces de Milouim, de réserve qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza, peut-être moins de forces du contingent, et on a l'impression que ça progresse, mais très lentement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza? Et je vais affûter ma question. On a vu un reportage jeudi soir assez stupéfiant sur la première chaîne de télévision dans laquelle on voyait que dans le nord de la bande de Gaza, la vie reprenait quasiment normalement pour une partie de la population qui était restée sur place, avec des officiers de police qui circulent du Hamas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, alors, on a l'habitude, surtout à l'âge des réseaux sociaux, etc., que le rythme de la guerre est censé être très rapide. Et on a une attente que tous les 10 secondes, on va avoir des nouvelles, etc. Et la guerre à la bande de Gaza est compliquée, ça va prendre du temps. Les gens doivent comprendre ça. C'est-à-dire que au fil du temps, pendant des années, depuis plus d'une décennie, le Hamas a été en train de construire sa force à la bande de Gaza et ça s'exprime par exemple par un vaste réseau de tunnels qui est, selon des reportages, qui compte de plusieurs centaines de kilomètres au sous-sol. Alors ça, par exemple, ça pose un défi qui est tout nouveau. Et au-delà de cela, on a bien évidemment des lancements de roquettes, des tirs, des missiles anti-chars, etc. Alors tout cela nous indique qu'on est face à une guerre qui va prendre du temps, une guerre longue, et même à l'âge des réseaux sociaux et des nouvelles qui sont des actualités qui sont mises à jour tous les 10 secondes, il faut comprendre que c'est une guerre qui va prendre du temps, peut-être des mois, jusqu'au moment où la quasi-totalité des brigades du Hamas vont être détruites. Et pour ça, oui. Alors, on peut comprendre que ça peut prendre du temps. Maintenant, on pose des questions, c'est-à-dire même pour les profanes, c'est-à-dire on pose des questions. D'abord, l'armée a attaqué le nord de la bande de Gaza, ensuite le centre, aujourd'hui le sud. Mais par exemple, puisque le dossier des otages est omniprésent et qu'on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que aujourd'hui il est même presque prioritaire par rapport à l'éradication du Hamas, que par exemple, eh bien, on n'a pas véritablement pris une décision sur ce qui semble être un axe incontournable, c'est l'axe Philadelphie, parce que c'est par là que passe toute la contrebande. Pourquoi finalement l'axe Philadelphie vient en dernier alors qu'il aurait pu logiquement arriver en premier pour empêcher la direction du Hamas de partir vers l'Égypte ou le trafic d'armes de se poursuivre? Alors d'abord sur la question des otages, qui est tout à fait importante et qui, vous avez raison, qui est primaire et contrairement à la destruction de Hamas, eux ils n'ont pas du temps. Mais ils vont, parce qu'ils sont tenus dans des conditions inédites. Vous avez vu, j'en suis sûr, les photos, les vidéos et publiées par le porte-parole de Tzahal qui ont montré les tunnels et des cages, des prisons où les otages ont été tenus dans des conditions vraiment, vraiment difficiles et inédites. Et alors ça, par exemple,
ça constitue un des objectifs de la guerre, mais il faut garder à l'esprit ceci aussi, que l'objectif de la guerre n'est pas que la libération des otages. L'objectif de la guerre, c'est tout d'abord et avant tout la destruction de Hamas. Et ça veut dire, et c'est un objectif qui va la main à la main avec la libération des otages. Il faut tenir ça, il faut garder ça à l'esprit. Alors là, il faut se poser la question, comment va-t-on libérer les otages sans la destruction de Hamas? Et vous avez raison, l'axe Philadelphie, par exemple, va permettre peut-être au Hamas de s'enfuir avec les otages vers l'Égypte, etc. Moi, je pense que l'État est conscient à ce genre de scénario et on a pris des étapes pour l'empêcher. Alors, je vais poser la question autrement. C'est-à-dire, comment finalement, après tout ce que Tsahal a investi, après des milliers de frappes aériennes, des mois, ça fait 3 mois, donc plus de 100 jours que l'armée est dans la bande de Gaza, comment finalement on arrive à une situation où on n'a pas peut-être encore récupéré un seul otage, sans parler d'un des responsables du Hamas qu'on n'arrive pas à retrouver du tout? Non, ça c'est pas vrai. Ori Magazish, par exemple, a été récupérée vivante, mais c'était un cas. Vous avez raison, c'était un cas un peu irrégulier. Selon des rapportages, elle a trouvé un portable par lequel elle a contacté sa famille, les autorités, etc. Ça c'est vraiment rare. Mais il faut que les gens comprennent. Les soldats de l'IDF sont en train de faire des opérations de libération des otages tous les jours. Il y a des centaines de gens sur le plan de renseignement en Israël et aussi aux États-Unis, mais surtout en Israël, qui s'occupent de trouver des informations qui vont assister à trouver les otages tous les jours. Et je pense que après avoir parlé à des soldats, des réservistes, des commandants, etc. Je suis extrêmement impressionné par les efforts qui sont vraiment incessants pour la libération des otages. Et il y avait des corps, malheureusement, des otages qui ont été récupérés de la bande de Gaza. Oui. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne sait rien. Vous savez, moi, je prends mon inspiration d'Iris Chaim. Iris Chaim, la mère de Yotam, Yotam Chaim qui a été tué. Yotam Chaim, qui a été malheureusement tué à la bande de Gaza. Mais elle a dit avant cet incident vraiment triste, elle a dit, moi je refuse de coopérer, de dire que les soldats de Tsahal ne font rien pour récupérer mon fils. Eux, ils font leur meilleur pour récupérer Yotam vivant. Et je refuse de dire que les soldats de l'IDF ne font rien. Et je vous dis ça, que ce genre d'illusion, que Hamas va libérer tous les otages, sauf si Israël est d'accord à faire des étapes, par exemple la libération de tous les prisonniers sécuritaire et arrêter la guerre, etc. Ça ne va pas se passer. Alors non, c'est pas. On peut peut-être le comprendre, mais là, ce que l'on constate, on le voit dans les journaux d'aujourd'hui, c'est un durcissement des positions du Hamas. Le Hamas même ne donne pas l'impression de vouloir libérer les otages. Il pose des conditions comme s'il était, on va dire, en position de poser des conditions. C'est-à-dire, il dit, on veut l'arrêt des hostilités. On veut le maintien la garantie de maintien du pouvoir du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, le retrait des forces israéliennes. Quand le Hamas, après 100 jours de combat, pose de telles conditions, on a du mal à comprendre. Et je pose la question, est-ce que c'est le résultat peut-être justement d'une forme de cette campagne que l'État d'Israël à laquelle l'État d'Israël assiste en faveur des otages? Est-ce que ce positionnement des familles des otages, même si on peut le comprendre, est-ce qu'il n'est pas en train de donner de l'eau au moulin du Hamas pour durcir ses positions?
Bon, écoutez, c'est les émotions, les sentiments, les émotions, etc. des familles des otages sont, pour moi, et sont saints, c'est-à-dire sont sacrés. Moi, je ne vais pas critiquer leurs demandes, leurs exigences, parce que vraiment, ils se trouvent dans une situation vraiment dure. Mais par rapport au Hamas, excusez-moi, mais le Hamas doit brandir le drapeau blanc de la capitulation. Et le Hamas ne peut pas permis de poser des conditions, etc. Ce n'est pas la position. Vous vous souvenez par exemple de la position de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où ils ne se trouvaient pas à la position de poser des conditions. Au contraire, les Russes et les Américains leur ont dit, écoutez, vous n'avez pas la position de poser des conditions. Au contraire, c'est que la capitulation sans condition qu'on va accepter de vous. Et c'est exactement le même scénario qu'il faut s'attendre de Hamas. Alors là, les conditions que Hamas et l'Iran, il faut se tenir en tête que l'Iran est en fait le ventriloque derrière Hamas. Les conditions qu'il faut poser à l'Iran, et au Qatar, etc., et au Hamas, que si tous les otages ne reviennent pas chez eux maintenant, ça va pas se passer bien. Hein? Et même l'Iran et le Qatar vont payer le prix. Il faut se comprendre. Et il faut comprendre ça. Parce que sinon, le Hamas va se profiter de tenir les otages comme un, vous savez, comme un mot commissaire, oui, pendant très longtemps. Une dernière question, Or, je voudrais savoir votre appréciation sur ce débat autour de la création d'un État palestinien. Les Américains semblent vouloir insister là-dessus. Ça a suscité une polémique au Likoud ou dans la droite israélienne. Est-ce que doit faire le Premier ministre? Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de répondre comme il a répondu apparemment, en disant qu'il n'écartait pas la possibilité de la création d'un État palestinien, ou alors il aurait dû mettre les points sur les i face à Joe Biden en disant merci Monsieur le Président pour l'aide américaine, mais nous ne pouvons pas accepter l'idée d'un État palestinien? Non, je ne pense pas qu'il s'agit de la position de la droite ou de l'extrême droite israélienne. Au contraire, je pense qu'il ceci représente la grande majorité du public israélien. Et il faut que les écouteurs en France comprennent ça aussi. C'est-à-dire que la possibilité, par exemple, à la Vitronisme, à l'aide sécuritaire, on fait des sondages, vous savez, à notre site web. La grande majorité des Israéliens rejettent la notion d'un État palestinien, et exactement pour la raison du 7 octobre et les autres attentats terroristes. Un État palestinien va permettre la recréation du Hamas. Elle va créer un hub de terroristes juste à l'arrière-cour d'Israël, à la Judée et Samarie et à Gaza. Ça ne va pas se passer. Encore plus important que ça, un État palestinien ne va pas, le frontière de 1967 ne va pas satisfaire les demandes des Palestiniens qui demandent de libérer la Palestine, comme je l'avais attendu, de la mer au fleuve. Alors là, ça ne va pas se passer. Je pense que Netanyahou, en tant que politicien, il est aussi un dirigeant politique. Il est censé représenter les positions du public israélien. Et dans ce sens-là, il a raison. Il faut dire oui aux Américains quand il est possible et dire non aux Américains quand ça va en contradiction aux positions du public israélien et les principes fondamentaux de la sécurité d'Israël. Eh bien, Or Issachar, merci beaucoup de nous avoir donné votre appréciation donc de la situation à la fois sécuritaire, on va dire diplomatique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Shalom, shalom. Bonne journée, merci.